quelle CENI pour organiser les prochaines élections législatives au Togo? C'est la question qui défraie la chronique ces derniers jours et dont opposition et parti au pouvoir n'arrivent pas à trouver un compromis. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission As-tu 7 sur 7 sur la chaîne de l'Espérance. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est la question de la CENI qui défraie actuellement la chronique dans notre pays. L'opposition tire le drap de son côté et le gouvernement aussi en fait pareil. Qui va gagner dans ce bras de fer? Donc nous allons en parler de tout cela dans l'émission où nous recevons l'honorable Rabia Yao Nicodème. Il est déjà en studio. Honorable, bonsoir et merci pour votre disponibilité. Bonsoir et merci à vous. Nous allons commencer l'émission par parler de vous. Qui est honorable Nicodème Rabia? Il va nous parler de son enfance, de son cursus scolaire, de sa vie professionnelle et d'autres encore. Je suis Ayao Nicodème Rabia, né un jeudi. Je suis de la préfecture de l'Avé. Dès ma jeunesse, j'ai été déjà militant de la jeunesse de l'UFC, membre fondateur de ce parti. Et je suis technicien supérieur en informatique, ce qu'on appelle en anglais Electronics Engineering. Et après, j'ai fait Business Management and Economy aux États-Unis. Et avant de rentrer ici au Togo, j'ai été élu en 2007 dans l'Avé comme député. Et après, j'ai été élu au Parlement de la CEDEAO. Et j'étais président d'une commission permanente, la commission emploi, genre et bien-être social, pendant 3 ans au Parlement de la CEDEAO. Et aujourd'hui, je suis président. J'ai été aussi président d'une association des droits de l'homme et bien-être social que j'ai créée en 2008. Donc aujourd'hui, je suis président d'un parti politique Les Démocrates, que je dirige aujourd'hui. Vous avez ramassé un peu votre vie, mais on va retourner un peu en arrière en parlant un peu de votre enfance. J'espère que ça s'est passé au niveau de la préfecture de l'Avé ou bien à Lomé. Avé comme Lomé, et je peux vous dire que j'ai passé une enfance difficile. En quel sens? Des maladies. Et je peux vous dire ici que je suis asthmatique. Je suis asthmatique. Mais grâce au sport, je vis très bien aujourd'hui, grâce au traitement. C'est pourquoi je remercie mes parents, parce que j'ai fait souffrir ma famille. Les parents sont toujours en vie, j'espère. Ils sont toujours en vie. On les salue. Et ils sont contents de moi aujourd'hui. Et moi aussi, je prie toujours pour eux qu'ils puissent rester en vie encore plusieurs années avec nous. Dieu va l'espérer aussi. Parlant de votre cursus scolaire, le cours primaire, vous l'avez fait où? Secondaire? À Lomé et secondaire dans la vie. Et après, je me suis retrouvé au Ghana où j'ai fait les langues anglais et allemand. Et j'ai enseigné, j'ai fait l'école de M. Idrissou, que tout le monde connaît très bien. Tous ceux qui ont fait le Ghana connaissent très bien. Donc là, j'ai fait l'anglais, j'ai encore enseigné l'anglais. C'est la plus grande école de langue aujourd'hui au Ghana. Donc ils enseignent l'anglais ou bien le français ou bien... Tout. C'est ce qu'on appelle CEPS, Center of Languages and Professional Studies. On voit que vous êtes mieux en anglais qu'en français. Ah oui, je suis plus anglo-saxon. Donc c'est ce qu'on appelle, l'école s'appelle CEPS, Center of Languages and Professional Studies. Mais souvent on appelle Idrissou parce que c'est le nom du fondateur. C'est ça, c'est l'habitude qu'on a. C'est ça. Donc c'est là où j'ai approfondi l'anglais et j'ai enseigné là-bas. Et je peux vous dire que j'ai été réfugié au Ghana aussi, comme au Bénin. Après, dans quelle année? Certainement après les années 90. Après, en 94, j'ai été prisonnier politique ici. Après, je me suis retrouvé au Ghana comme réfugié.
politique. Et je suis rentré ici, je suis reparti, je suis rentré en 98 encore pour les élections de 98. Et c'est là où j'ai coordonné ensemble avec mes amis. Il y avait Logo Dossouvy, paix à son âme, il était au Ghana. Et avant d'en venir, dites-nous, quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? C'est ce que je viens de dire, ça n'a pas été facile. J'ai passé une enfance douloureuse. J'ai rendu la vie difficile à mes parents. C'est ça, qui ont beaucoup dépensé sur moi. Nous sommes 7. Nous sommes 7, 5 garçons, 2 filles. Mais c'est moi qui ai plus rendu la vie difficile à mes parents à cause de mon asthme. Mais ce n'est pas de votre volonté. Non, 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 c'est Dieu. C'est Dieu. Mais aujourd'hui, grâce au sport, et je peux aussi remercier mon papa qui nous a montré ce chemin. Parce que dans notre maison, le samedi matin, sans le sport, tu n'as pas droit au petit déjeuner. Contrairement à d'autres où si vous n'allez pas à l'église, vous n'avez pas droit au petit déjeuner. Très bien, c'est les deux chez nous. Le samedi matin, c'est le sport. Sans le sport, pas de petit déjeuner. Le dimanche aussi, c'est la même chose. Si tu ne vas pas à l'église, tu n'as pas droit. C'est ça. Mais c'est les coups de bâton qui pleuvent. C'est ça. C'est très intéressant. Donc, vous étiez en train de parler de comment vous êtes venu à la politique. Oui. Vous pouvez continuer. Ouais, bon, j'ai été en 98. Tout d'abord, j'ai été... Oui, même avant 98, puisque déjà en 94, vous êtes devenu exilé avant d'être emprisonné. Oui, comment êtes-vous venu en politique? Comment êtes-vous êtes membre fondateur de l'UFC? Comment êtes-vous venu à l'UFC? Vous savez que ça dépend aussi de la maison d'où tu viens. Moi, mes grands-parents, mes parents sont des gens d'Abloré. Donc du Cuit. Du Cuit. Nous sommes du Cuit. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes du Cuit. Donc, j'ai été du PFC, Parti des Forces de Changement. Et c'est la fusion de 8 partis qui a fait UFC. Donc, c'est là où j'ai commencé comme le leader de la jeunesse, le président de la jeunesse. Et c'est là où j'ai été arrêté. PFC ou bien UFC? Les deux. PFC, après l'UFC, après la fusion. L'UFC. J'ai été le leader de la jeunesse pendant longtemps, activiste, hein? C'est ça, activiste pendant longtemps. Et c'est après que j'ai été arrêté, une fois quand même. Et quels sont les mobiles de votre arrestation? On a distribué des tracts, c'est ça. On a distribué donc c'est ce que vous évoquez maintenant avec Logo Dossouvy et consorts? Oui, ça c'est après ça. Après. Je peux vous dire que même mentor, même c'est les Logo Dossouvy. C'est eux que je suivais. Il y a Moussoudo Claude, il y a Tavu Amorin, il y a Eloi Koussao, il y a Folican Bertin, et d'autres encore. Et les Claude Améganvi, tous ces gens. J'ai été le plus jeune. J'ai été toujours le plus jeune du groupe. Donc, c'est des gens que j'ai suivis. Les Doglo Agbelenko. Agbelenko était même, comment l'appelle-t-on, mon répétiteur à la maison. C'est ça. Donc, je crois que je connais bien tous ces gens. Et après, en 98, 99, j'ai coordonné, j'ai participé au rapport d'Amnesty International intitulé Togo, État de terreur. Bien sûr, un rapport que l'État togolais n'a pas du tout aimé. Accepté. Donc, j'étais à Lomé, Logo Dossouvy était au Ghana, Maître Arnaud Cordovi était au Bénin. Donc, c'est le travail qu'on a fait. Et au finish, en 99, beaucoup m'ont conseillé de quitter le pays, que je ne suis pas en sécurité. Et moi-même, j'ai remarqué que ça n'allait plus. Il faut rappeler qu'en 99, c'était au temps du père de l'actuel président. Oh non, c'est pourquoi je dis aux gens que nous, c'est le lion qu'on a combattu. Ce n'est pas le mouton ou bien le chien qui est là maintenant qui est... Donc vous caricaturez l'actuel président comme... Donc il est plus... Non, c'est le fruit de notre lutte. Parce que je t'ai dit que j'ai créé une association de défense des droits de l'homme en 98. En 2008 plutôt, quand je suis revenu des États-Unis. Donc c'est le fruit de notre combat. Ce n'est pas lui-même qui est devenu comme ça, non. C'est le fruit de notre combat. Donc c'est le lion qu'on a combattu. Aujourd'hui, Fornia Singbe n'est rien devant nous pour qu'on fuit. Non, pas du tout. Donc, si on t'a arrêté en 90, jusqu'en 2000, il faut savoir, il faut imaginer. C'est ça, la suite. Ça n'a pas été facile, on a été torturés, on a tout vécu. Et finalement, on est toujours là, on est toujours debout pour la libération de notre chère patrie.
Est-ce qu'il faudrait faire une comparaison entre la période, autant pour moi, la période du vieux et la période actuelle, la période du fils? C'est la même chose. Parce que nous continuons le combat. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est les réformes. Pour qu'on ait, pour une première fois, les élections libres et transparentes au Togo. C'est le même problème qu'on avait depuis. Et c'est pour ce problème que les Togolais sont dans la rue. C'est pour ce problème que les Togolais sont encore en exil aujourd'hui. Les Togolais sont en prison. Il y a même des morts et des blessés aujourd'hui. Donc il n'y a aucune différence aujourd'hui. Vous avez quitté l'UFC et vous êtes sociétaire d'un parti politique. Comment cela s'est fait? Je n'ai pas quitté l'UFC, j'ai été exclu. Rappelez-nous les circonstances. Oui, parce que, vous savez, j'ai été la première personne à dire que Faure Gnassingbé ne doit pas faire un troisième mandat. Et c'est ça qui m'a coûté. C'est ça qui m'a coûté. J'ai été exclu de l'UFC. Et il n'y avait pas eu des discussions pour que vous trouviez un terrain d'entente? C'est parce qu'il y avait des discussions. En tant que membre fondateur de ce parti, oui, après avoir battu pour ce parti, on vous exclut. Oui, c'est parce qu'il y avait eu la discussion, plusieurs discussions, et les gens n'étaient pas d'accord avec moi que j'ai été exclu du parti. Et aujourd'hui, nous avons notre parti, qui est le Parti des démocrates. Quels sont les objectifs de ce parti? Notre premier objectif, c'est l'unicité d'action de l'opposition. Donc c'est déjà fait. On est en train. C'est pourquoi nous avons dit dès le début que nous représentons le sel pour l'opposition togolaise. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi on doit être ensemble? Nous avons un adversaire. Si nous sommes ensemble, nous pouvons gagner. Si nous ne sommes pas ensemble, si nous perdons, c'est toujours le peuple qui perd. C'est pourquoi chez nous les démocrates, si on va toujours en rang dispersé, c'est de l'échec. C'est de l'échec. C'est pourquoi, après avoir lancé notre parti, nous avons discuté avec les leaders des autres partis politiques. L'important, c'est d'être ensemble pour gagner cette lutte, pour que le Togo soit libéré. C'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, l'objectif du Parti Les Démocrates, ce n'est pas coûte que coûte d'accéder au pouvoir. Non, la première chose, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui empêche l'alternance au Togo aujourd'hui? Il faut les élections transparentes. Bonnes conditions des élections, d'organisation des élections au Togo. C'est ça qui est important pour nous, au Parti Les Démocrates. Ce n'est pas qu'on aille aux élections coûte que coûte, aux législatives, aux locales, aux présidentielles, si on sait que ce n'est pas celui qui a gagné qu'on va proclamer comme président. Rien ne rassure. C'est ce qui se passe à tout moment. En 2015, c'est la même chose qu'on a vu. Et c'était les gens cagoulés qui avaient, comment dirais-je, qui étaient arrivés au siège de la CENI pour obliger le président de la CENI, pour l'aider plutôt à proclamer Faure Gnassingbé comme vainqueur de cette élection. C'est des choses comme ça qu'on ne veut pas. Nous voulons avoir les réformes pour qu'on ait des élections libres et transparentes autour. Mais, je l'avais une fois dit ici, les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous les journalistes, on sait comment vous souffrez. Si vous allez au Bénin ou bien au Ghana à côté ici, si vous voyez un journaliste, vous serez content que voilà un journaliste. Mais c'est différent ici au Togo, c'est de la galère. C'est de la galère. La lutte que nous menons, nous la menons pour tout le monde, pas pour les hommes politiques. Mais est-ce que les journalistes même ne sont pas en quelque sorte les acteurs de leur galère? Parce que quand nous voyons la corporation, peut-être nous sommes journalistes, et en voyant la corporation, ne sommes-nous même pas les propres acteurs de notre souffrance? Ouais, normalement, dans tous les pays, les journalistes, c'est des gens qui sont toujours aux côtés des faibles. Mais je crois que c'est la galère qui fait ici que les journalistes ici aiment toujours être aux côtés de l'oppresseur, juste pour gagner leur pain. C'est le contraire, ce n'est pas bon. C'est pourquoi ici, il y a des journalistes qui jouent le jeu du pouvoir pour pouvoir survivre, ce qui n'est pas bon.
Mais ce n'est pas bien, le journaliste, c'est le quatrième pouvoir, il devait dire rien que la vérité et être objectif. Moi, si on, même on dit que le journaliste, ou bien le journalisme est le quatrième pouvoir, je n'accepte pas. Même premier pouvoir. Parce que si moi qui suis ici, si on m'arrête aujourd'hui, c'est grâce aux journalistes que le monde entier saura que je suis arrêté. Effectivement. Et tout le monde a peur des journalistes. Et on doit respecter les journalistes. Et ça doit être le premier ou deuxième pouvoir, normalement. Une fois encore, nous remercions, je remercie les journalistes togolais qui travaillent dans la galère. Qui travaillent dans la galère. Nous savons ce que vous vivez, ce n'est pas facile. Combien de journalistes togolais qui travaillent, qui font leur activité, ont leur voiture. Si tu n'es pas du côté du pouvoir, qui te demande d'aller au port pour chercher une voiture occasion au port. Combien parmi vous? Non, il n'y en a pas. Il faut que tu accompagnes Faure Gnassingbé en mission, ou bien il faut que tu travailles pour Tomégan Dogbe, ou bien pour Robert Doucet, ou bien pour Bahara, pour qu'on te cherche une petite voiture d'occasion. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous nous battons pour que le Togo soit libéré, pour que chacun mérite ce qu'il a. C'est ce qui est important pour nous. C'est la lutte que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas nous les hommes politiques, mais c'est pour le peuple togolais. Revenons au parti Les Démocrates. Quelles sont vos perspectives? Nos perspectives, aujourd'hui, nous nous battons pour les réformes. Après les réformes, nous irons aux élections. Mais notre perspective, la première, c'est la libération du Togo, le bien-être du peuple togolais. C'est ce qui est important pour nous. Si vous allez au Ghana, les vieilles, les vieux, nos mamans ont marché, ont des assurances maladie. Nous voulons la même chose à nos parents ici au Togo. Non, tout récemment, cette semaine, ou bien rien, oui, cette semaine, nous apprenons que les cultivateurs de coton seront assurés par l'INAM. Donc ce sont des avancées. Ah bon, il faut voir ça avant de le dire. On a beaucoup entendu ici. Pourquoi seulement les agriculteurs de coton? Pourquoi nos mamans dans nos villages? Peut-être ça va venir. Ça va venir, c'est pourquoi nous sommes debout. Nous devons libérer ce pays. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est à cause de ça. Cette semaine, vous avez rencontré les têtes couronnées dans le canton de Dolo, bien sûr dans la préfecture de Lavé. Quel était le but de cette rencontre, ou bien êtes-vous en pré-campagne? Écoutez, pré-campagne, nous n'avons pas encore les réformes pour parler de la pré-campagne. Ce qui est important pour nous, au Parti Les Démocrates, c'est les réformes d'abord. Sans les réformes, on ne va pas parler des élections. Parce que ça, c'est pour tuer le peuple togolais. Et c'est pour nous tuer nous-mêmes. Chez nous, c'est les réformes avant n'importe quelle élection au Togo. Donc, ce que vous avez vu hier, c'est juste pour parler de notre parti à notre population, c'est tout. Et quel était le message délivré? Quelle était la quintessence vraiment du message? Non, c'est des échanges entre les parents et nous. Ils ont profité pour poser des questions sur l'actualité politique, sur la CENI, sur tout ce qui se fait actuellement. C'est tout. Parlant des élections législatives, est-ce que vous êtes membre également de la C14? La C14 ira ou pas? S'il y a des réformes, la C14 ira aux élections législatives. En d'autres mots? C'est les réformes d'abord. Pour qu'on aille aux législatives, pour avoir la majorité, pour qu'on ne dise pas demain qu'on nous a volé. Donc c'est les réformes qui sont importantes pour nous dans la C14. Vous avez porté des réserves par rapport à la feuille de route de la CEDEAO, ce qui vous a poussé à faire sortir un mémorandum. Monsieur Abia, rappelez-nous un peu les grands traits de ce mémorandum que la C14 a proposé. Oui, vous savez, tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est le comité de suivi. Peut-être qu'aujourd'hui ou demain, les émissaires de la CEDEAO seront encore dans nos murs. Mais ce qui est important pour nous, aujourd'hui, comme vous venez de le dire, il faut que la feuille de route soit respectée. C'est ce que nous avons mis dans notre mémorandum. Il faut que cette feuille de route, il faut le découpage électoral.
la réforme de la Cour constitutionnelle, le fichier électoral, la réforme de la CENI, ce sont des choses qui sont importantes pour nous à faire. Au peuple togolais, pas à la C14, au peuple togolais, et à Bodjona, s'il veut être candidat demain, à Bawara, à Robert Djoussé, à Dédié, à Katanga, à Félix, à Yark Damram. Je sais très bien qu'ils ne seront pas là éternellement. Ils seront aussi dans l'opposition demain. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes ces chances. Donc voilà les grandes lignes et les raisons pour lesquelles nous nous battons pour ça. C'est pour que demain, eux ou bien leurs enfants aussi soient candidats et puissent gagner les élections demain. Mais bien sûr que la feuille de route a déjà tracé les chemins. On sait que dorénavant, les Togolais auront des élections à 2 tours. Le mandat serait désormais limité. Mais pourquoi encore ces remue-ménages de part et d'autre? Vous êtes journaliste. Est-ce que les réformes sont déjà faites? Non. Il faut que ça soit fait d'abord. Rien n'est encore fait. C'est la raison pour laquelle il y a un comité de suivi qui doit tout suivre de près. C'est la raison pour laquelle les émissaires reviennent encore à Lomé aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils seront là? Évidemment. Donc le chien aboie, la caravane passe, malgré tout ce que vous dites, c'est lettre morte au niveau de la CENI. Je crois que le chien aboie, la caravane passe, c'est le Togo qui est important pour nous. C'est le Togo qui est important pour nous. C'est ça. Et les gens en ont fait plus que ça. En 2010, on a vu ce que M. Bodjona a fait à la CENI pour proclamer les résultats. Aujourd'hui, on voit le show que fait Bawara et Boupessi. C'est pourquoi nous sommes tous Togolais et ce que nous faisons, c'est pour le Togo. Donc, nous insistons, nous resterons debout. En prenant la CENI, est-ce la tête du professeur Katanga qui ne vous plaît pas ou bien il y a d'autres raisons? Moi, je n'ai jamais pensé même à Katanga. Katanga ne fait rien, c'est Faure Gnassingbé. Katanga n'a aucun pouvoir. Il est là comme, comment l'appelle-t-on, un jouet. Lui ne sait rien, c'est ça. C'est d'autres qui sont là, c'est Faure Gnassingbé et autres qui lui disent de faire ce qu'il doit faire. Et que réclamez-vous alors à cette CENI? Moi, je ne sais même pas qu'il y a une CENI qui existe, parce que nous devons refaire une CENI consensuelle. Donc, j'ai rien à dire à cette CENI. Vous exigez la parité, 8 personnes du parti au pouvoir et 8 personnes de l'opposition, alors que nous savons que l'APJ recommande peut-être 5 partis au pouvoir, 5 parlementaires et 5 extra-parlementaires, 2 extra-parlementaires, 3 de la société civile et au total ça devait faire 17. Mais où laissez-vous maintenant la société civile si vous optez pour 8 de chaque camp? Nous n'avons pas encore commencé les discussions. On n'a pas encore commencé les discussions. Ça, c'est la CENI. Vous pouvez poser cette question à la CENI, pas à moi. Donc, nous, on n'est pas là. En écoutant M. Daté, il était un ancien membre de la CENI, passé peut-être la CENI qui avait organisé les élections en 2015. Il disait que au lieu de s'attaquer à la CENI, il faudrait ouvrir les yeux au niveau des bureaux de vote. Vous partagez cette affirmation? Non, là je suis maintenant, nous sommes maintenant, je ne suis pas pour ces gens de... la CENI, si la CENI est bien formée, les CLC aussi seront bien. Si la tête est bonne, tout le corps sera bon. C'est ça, le corps sera bon. Donc si la CENI n'est pas bonne, comment allons-nous parler de CLC? Ou bien des bureaux de vote? Non. Donc ce qui est important pour nous, je crois qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Nous devons faire la réforme au niveau de la CENI. C'est très important. Monsieur Abiy, vous avez dit sur ce plateau que les facilitateurs seront dans le pays. Est-ce pour recadrer les choses ou bien pour donner du titus à ce qui se passe, à ce qui se passe déjà? Bon, je ne sais pas. Quand ils viennent, pourquoi c'est des hommes, c'est des gens responsables? Ils nous ont donné une feuille de route, non? Et ils vont créer un comité de suivi. Pourquoi ils vont arriver et puis ils vont dire à Faure Gnassingbé, allez-y, continuez ce que vous faites?
Quelle sera leur image? Puisque le pouvoir aussi se base sur la même feuille de route pour faire avancer les choses. Ok, on verra. Je crois que parce que le pays est calme, que les gens parlent. Quand ça va encore chauffer, on verra. Et au cas, j'en viens, au cas où vos propositions ne sont pas prises en compte. Moi, j'ai été toujours optimiste, parce que je sais que ce qui est bon est bon. Ce qui est bon est bon. Donc, ce qui voudrait dire que si forcément ils vont opter pour votre camp, ce n'est pas juste parce que... Pour le Togo, pas pour notre camp. Ils veulent faire ce qui est bon pour le Togo, pas pour notre camp. Parce que ceux-là ne passent pas aux Togolais. Fornia Singbe et ses acolytes ne passent pas aux Togolais. C'est pas évident. C'est évident. Ils ne passent même pas à toi, qui est devant moi. Ils ne passent pas aux Togolais. S'ils passent aux Togolais, ils ne seront pas là en train de faire c'est du banditisme, ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne seront pas en train de faire ça. Hein? C'est du banditisme. C'est de l'hypocrisie pure. C'est de l'irresponsabilité. Hein? C'est des irresponsables. S'ils pensent à vous, s'ils pensent au peuple togolais, s'ils pensent à nos parents qui sont au village, qui n'ont même pas de l'eau potable à boire, mais je ne dois pas aller au village, à Lomé ici. Si vous allez, s'il pleut, si vous allez dans nos quartiers, tu ne pourras plus passer. S'ils pensent à tous ces gens, à tous ces quartiers, ils ne doivent pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais eux, ils ne se voient pas. C'est du gangstérisme, ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient ça, c'est parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est parce qu'ils n'aiment pas le peuple togolais. Effectivement, le Togo est en crise. Est-ce que si demain les facilitateurs arrivent et la C14 par rapport à son mémorandum rien n'avance, que ferez-vous alors? Pardon? Si les facilitateurs arrivent dans le pays dans les jours à venir et ce que réclame le mémorandum n'est pas accepté, vous allez encore appeler la population dans la rue? Pourquoi la CEDEAO est venue la CEDEAO est venue échanger, pour bien parler, bien s'impliquer dans ce problème? C'est parce que le peuple togolais est debout. Nous allons repartir dans la rue. La question est posée parce que au 31 juillet, les Togolais s'attendaient à la descente de Dieu sur terre. Ça voudrait dire qu'on va mettre fin définitivement à la crise. Il y aura un nouveau jour, comme le ministre Barra l'a dit, que les choses vont changer dorénavant après le 31 août. Mais nous vivons toujours le statu quo dont dénonce le président Macron. Mais est-ce que maintenant, la C14 a suspendu les manifestations et attend que les facilitateurs se prononcent? Si les facilitateurs ne se prononcent pas à votre avantage. Nous allons retourner dans la rue, là où on était quand ils étaient, avant qu'ils ne viennent nous retrouver, nous allons repartir là-bas. Mais ça crispe pas encore la situation sociopolitique au Togo. On est prêt pour ça, jusqu'au départ de Fornia Singbe, qui a marché, qui a tué les gens pour être là, pour accéder au pouvoir. Fornia Singbe n'a jamais gagné une élection au Togo. S'il n'a jamais gagné une élection, il ne peut pas faire des fuites en avant. Non. Donc, aujourd'hui, nous allons tout faire. Nous allons rendre la vie difficile à Fornia Singbe. Ça est sans tête. Certaines langues diront que ce n'est pas Fornia Singbe qui souffre, mais c'est le peuple qui souffre à travers... Le peuple va souffrir une fois et être libéré après. C'est ça. Il ne faut pas jouer à l'hypocrite. C'est ça. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Il faut être concret. Si nous menons une lutte, c'est pour des hommes. Mais si nous nous référons à la Bible, quand Moïse est allé libérer, Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer les Israéliens, mais au cours de quand ils étaient dans la route, il y avait eu du désespoir. Bien sûr. Oui. Les gens incriminaient même Moïse pourquoi il les avait fait sortir de l'Égypte. Oui, mais après, ils ont retrouvé leur terre promise. Après les souffrances. Après, il y en a qui sont morts. Hein? Donc après, ils ont retrouvé leur terre promise. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous pouvons souffrir. Nous-mêmes, les leaders, nous souffrons. Nous souffrons. Nous souffrons. Parce que nous combattons. C'est une dictature que nous combattons. Et vous allez laisser certaines choses pour faire cette lutte. Ce n'est pas facile pour nous. Mais ce qui est important pour nous, c'est la terre promise. Et la terre promise, est-ce qu'elle est au bout du nez? Est-ce que ce serait sous peu, d'ici le 20 Oui, la terre promise est au bout des efforts. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Mais aujourd'hui, les Togolais en ont ras-le-bol de se lever sans pouvoir aller à leur service, sans pouvoir avoir le petit pain, surtout le panier de la ménagère qui est en souffrance. C'est parce que toi, tu as un service à aller, c'est pourquoi tu ne veux pas que les autres se battent pour la libération de tout un peuple? Non. En un mot, sans réforme, pas d'élection. Nous aurons les réformes. La coalition aura les réformes. Le peuple togolais aura les réformes avant les élections. Vous parlez de quelle élection? Des élections truquées? Des élections que pour proclamer les résultats, c'est les militaires qui doivent arriver cagoulés? C'est inadmissible. Mais nous avons déjà vu dans ce pays, tout récemment en 2015, où les mêmes propos sont tenus, sans réforme, pas d'élection, mais vers la fin, il y a Je des gens crois qui ont que des... vous allez poser cette question aux gens qui l'ont dit. Mais ces gens font partie aujourd'hui encore de Je ne votre refuse corporation. pas, mais c'est eux qui doivent répondre à cette question. 2015 n'est pas 2018. C'est ça. Vous réclamez la libération des détenus politiques. Cette semaine, l'activiste et le premier porte-parole du mouvement, en aucun cas, a été arrêté et déposé à la prison civile de Lomé. Il s'agit bien entendu de Sativi Folie. Bon, d'abord, est-ce que vous le considérez comme un détenu politique, vu la manière où il a été pris? Ouais, ben c'est un activiste politique. C'est un jeune qui se bat depuis le campus. Et nous le soutenons. Très bien. Donc, tout ce que nous pouvons demander ici, c'est la libération de Sativi. Mais je peux vous dire que la place d'un homme politique, d'un activiste, de défenseur des droits de l'homme, c'est la prison. On n'a pas peur de la prison. Comme là où je suis aujourd'hui, je peux être arrêté et déposé à la prison à n'importe quel moment. Mais c'est un lieu qu'on n'aurait jamais souhaité à son pire ennemi. Oui, mais si tu es un homme politique, tu combats une dictature, il faut avoir dans ta tête qu'un jour tu serais là-bas. Et moi j'ai déjà été là-bas, je connais très bien là-bas. Et comment ça a été? Rappelez-nous un peu. Ouais, c'est de l'enfer. On l'appelait 6e continent. Parce que tout ce qu'on voyait... C'était à Lomé ou bien... À Lomé, tout ce qu'on voyait, c'est les avions qui passent. En ce moment, dans les années 90, pas en 2000. C'est ça. Donc, je crois que Sativi doit être libéré parce qu'il ne fait que faire son devoir. Il est accusé d'outrage aux forces de l'ordre et tentative de rébellion. Et ceux qui ont tué, ceux qui tuent Lomé, ceux qui brûlent les mosquées, ils sont où? Est-ce qu'ils sont arrêtés? Ils n'ont qu'à... Il y a que... Fornia Singbe n'ont qu'à nous retrouver ceux qui brûlent les mosquées avant de dire que Sativi a fait ceci, cela. C'est du n'importe quoi. Vous l'avez déjà attaqué, on va parler maintenant de la célébration de la fête de l'Aïd El-Kibir, communément appelée Tabaski, où le chef de l'État a fait un geste solidaire, où il a participé d'abord à la prière musulmane, et puis il a offert des exemplaires de Coran, 1300 exemplaires. C'est une honte. Est-ce qu'il a déjà, depuis que les gens brûlent les mosquées, qu'est-ce que Fornia Singbe a dit? Il n'a rien dit. Mais il y a le gouvernement. Le gouvernement a parlé. Non. Et le président de la République, il n'a pas de bouche, il n'a pas la bouche pour parler. Il est le premier responsable du pays. Il doit dire, il doit sortir. Mais il peut aussi parler par le biais de... Non, mais ça prouve que c'est un dictateur. Ça, c'est le comportement des dictateurs. Donc, aller offrir des Corans, c'est du n'importe quoi. C'est de la honte. C'est ça. Pourquoi c'est de la honte? Mais c'est un geste sanitaire. Non, même la communauté musulmane... C'est un geste satanique. C'est un geste satanique, si vous voulez que je le dise ainsi. Parce que c'est un hypocrite. Ça, c'est de l'hypocrisie pure, ce qu'il a fait. Pourquoi considérez-vous ça comme de l'hypocrisie? Ouais, quand on brûle les mosquées, vous n'arrivez pas à arrêter les gens. Les milices ont attaqué, tué, blessé les gens. Vous n'avez arrêté personne. Et vous voulez faire quoi aujourd'hui? Ils n'ont qu'à libérer Sativi. Avec ces Corans, je m'en fous de ça. Il n'a qu'à libérer Sativi et les jeunes de Nubweke et Asiba Johnson. Et les prisonniers qui sont à Dapaon, Mango et Sokode à Lomé, ils n'ont qu'à les libérer. Ils n'ont rien fait. Si vous étiez à la place du chef de l'État, qu'auriez-vous fait au lieu de donner des... C'est qui le chef de l'État? Fornia Singbe, bien sûr. Oh non, c'est Fornia Singbe. Il n'a jamais gagné une élection pour l'appeler chef de l'État. Quel chef de l'État?
Il n'a jamais gagné une élection. Tout d'abord, en 2005, il a tué plus de 1000 Togolais pour être là. Et depuis là, il n'a jamais gagné une élection. Vous l'appelez chef de l'État. De quel État? Mais aujourd'hui, c'est lui qui brigue la magistrature suprême de l'État. Ouais, c'est pour... il tue les Togolais pour être là-bas. Il met des Togolais en prison pour être là-bas. C'est ça. Quelle magistrature suprême? Bon, ma question revient, si vous étiez à la place de M. Faure Gnassingbé, qu'auriez-vous fait au lieu de donner des exemplaires de Coran aux musulmans? J'allais arrêter ceux qui brûlent les mosquées. Le ministre l'a dit qu'une enquête est ouverte. Jusqu'à quand? L'enquête qu'ils ouvrent, ils ne ferment jamais, ne referment jamais. Ce n'est pas la première fois. Ils ouvrent les enquêtes et ils les referment jamais. Donc on les connaît. Mais une enquête, ça se poursuit sur des périodes, on ne peut pas se lever et arrêter quelqu'un. Bon, donc il faut faire Depuis 5 mai 92, on a tiré sur Mouassoudou, est-ce que les gens sont arrêtés? Depuis l'assassinat de Tavia Morin, est-ce que les gens sont arrêtés? Ben, depuis qu'on a tiré sur nous, à Fréau Jardin, les gens sont arrêtés. Depuis qu'on a mis les gens dans la lagune de Baie, les gens sont arrêtés. Il y en a plein. La dernière fois, on a été attaqué ici. Notre convoi, au niveau d'Archikoum, j'ai eu des blessures. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez parler de quelle enquête? Je viens de te donner plusieurs exemples. Ah, mais le ministre nous dira toujours que l'enquête est ouverte et ça va se poursuivre. Ouais, bon, et lui aussi, il a été à la base de ça. On connaît son passé. Et même son présent, on sait ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Donc... Faites-vous une lecture politique derrière la profanation des mosquées? Je ne sais pas. Mais je sais qu'on brûle les mosquées. Ils doivent arrêter ceux qui brûlent les mosquées. Mais les musulmans, d'abord, aujourd'hui, quel message pouvons-nous tirer de cette profanation? Est-ce que, quand nous voyons un peu certains appels à la cohésion sociale, certains y voient peut-être ce qui s'est passé au niveau du Centrafrique où les anti-Balaka et consorts s'affrontent, est-ce que ça pouvait aussi nous amener vers là? Non, même si je sais que vous avez eu le communiqué des démocrates, ça ne peut jamais se passer au Togo. Parce que ce qui est important pour les Togolais aujourd'hui, c'est le Togo. C'est la démocratie, c'est la libération du Togo de la main des dictateurs qui est important pour nous les Togolais aujourd'hui. Ce n'est pas une question de Balaka, anti-Balaka et je ne sais pas comment on les appelle. Ce n'est pas ça. Les Togolais ne vont pas aller sur ce terrain. Pas du tout. Monsieur Abia, vous êtes de la préfecture de l'Avé. Cette semaine, nous sommes au dimanche, cette semaine, il me semble que la Véza a été fêtée chez vous. Comment cela a été préparé? Est-ce que vous êtes impliqué? Non, pas du tout, parce que c'est une fête politique. Hein. Les fils de l'Avé ne sont pas tellement impliqués, c'est ça. Donc, c'est demain, effectivement. Donc, bonne fête à ceux qui veulent fêter, parce qu'aujourd'hui, c'est la galère au Togo, c'est la galère partout, au lieu de parler de la fête. C'est ça. Nous allons clôturer cette émission avec le résultat de probatoire. Est-ce qu'on peut voir l'effort des élèves? Parce que dans l'enseignement général, il y a plus de 70% de réussite et dans l'enseignement technique, plus de 50% de réussite. Est-ce qu'on peut voir l'effort des élèves ou bien c'est une gratification de la part du gouvernement? Ah ça, je ne sais pas, je ne peux rien dire, mais aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe avec les réseaux sociaux, les élèves, la manière dont ils gèrent les portables pendant les cours, dans les classes. On peut monter le nombre des élèves qui ont réussi aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils sont vraiment qualifiés? C'est ce qui est important pour nous. Mais on peut réussir aujourd'hui, on peut avoir son bac. Mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Parce que nous voyons beaucoup de conducteurs de Zémidjan qui sont là, qui ont leur maîtrise, leur licence, leur bac, mais qui ne peuvent rien faire. Nous avons des gens qui sont à la maison, qui sont toujours avec leurs parents, mais quand même ils ont des diplômes. C'est pourquoi nous disons que sans la démocratie, on ne peut jamais parler du développement. Si tu n'es pas l'enfant de tel directeur général, de tel ministre, de tel député, tu ne vas pas travailler.
hein, c'est le népotisme, c'est le clientélisme. C'est ce que nous ne voulons pas. Hein? Le népotisme, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Le clientélisme, ce n'est pas une bonne chose. Mais au Togo, c'est ça qui se passe. Vous pouvez aller à l'école, vous pouvez tout faire, vous pouvez avoir n'importe quel diplôme. Si tu n'as pas des gens qui peuvent te placer à quelque part, toi tu n'auras rien. Mais c'est ce qui nous tue au Togo, c'est ça qui décourage la jeunesse. Et qu'est-ce qu'il faille faire alors? Et on m'a posé cette question quelque part hier. Nous avons les gens qui veulent venir dans ce pays avec des projets, mais ils n'arrivent pas. Parce que si tu veux faire quelque chose, on te demande « et ma part ». Si tu vas au ministère, on te pose la question « et ma part ». Et les gens doivent fuir, ils doivent repartir, ils doivent faire marche arrière. Si vous pensez vraiment à vos enfants, à vos petits-enfants, mais dans ces circonstances, dans la dictature, ce n'est pas du tout facile. On va quitter le Togo pour le Mali, où sur les ondes de RFI, on entend le candidat Cissé qui conteste un peu, Soumaïla Cissé qui conteste les résultats de Ibeka. Est-ce que l'Afrique c'est toujours ça? Ça voudrait dire vote avec contestation. Jusqu'à quand cela va finir en Afrique? Est-ce que jusqu'à quand on aura une élection libre, démocratique en Afrique où le vaincu va se féliciter le vainqueur? Ah ben, nous nous battons pour la démocratie. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, il faut le dire. Cissé a le droit de réclamer, de dire s'il est volé. C'est ça. Mais Beka a rétorqué que l'élection s'est déroulée dans lui aussi, il est dans son rôle. De tout le monde. Il est dans son rôle, il est candidat. Donc lui aussi, il doit dire ce qu'il doit dire. C'est tout. Donc, Cissé aussi doit dire ce qu'il doit dire. S'il sait qu'on l'a volé, il doit le dire, il doit manifester. C'est ça, c'est important. Mais quand est-ce qu'on va arrêter tout ça, que l'Afrique soit la risée de tout le monde, où à chaque fois qu'il y a des élections, il faudrait avoir des contestations? C'est le leadership. Si les leaders pensent au peuple, à leur peuple. Puisque la même chose se passe aussi au Zimbabwe. Ah ouais, c'est ce que je viens de dire. Si tu penses à ton peuple, il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on passe à son peuple. Parce que l'homme doit rester positivement dans l'histoire. L'homme doit sauver son honneur et sa dignité. Honorable, nous voici au terme de cette émission. Merci une fois encore pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie pour tout ce que vous faites parce que je sais que votre travail n'est pas un travail facile. C'est très très difficile. Nous savons la situation dans laquelle les journalistes togolais travaillent. C'est pourquoi nous nous battons pour qu'il y ait la démocratie, pour que chacun puisse avoir sa part, ce qui est bon pour lui. Si tu es journaliste, si tu as ta licence, ta maîtrise, combien de fois on vous a envoyé à l'extérieur pour vos formations? Je ne sais pas. C'est ce qui est important, même à côté ici au Ghana, au Bénin. Les caméramens, hein, et les techniciens, hein, vous devez aller à l'extérieur pour vos formations. Mais c'est compte tenu de ce que nous vivons ici. Si vous êtes dans une dictature, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi nous nous battons pour qu'il y ait la démocratie au Togo, pour que vous ayez de bonnes formations pour faire le travail. Vous êtes le quatrième pouvoir. Nous vous devons du respect pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci également à vous tous qui nous avez suivis du côté de Thiévié et de Lomé. Vous pourrez également poursuivre cette émission à travers le lien YouTube. Il suffit juste d'aller dans Recherche et lancer. Actu 7 sur 7 sur la chaîne de l'Espérance, suivi du nom de l'invité. Et puis, le tour est joué. Je ne saurais vous quitter sans dire un sincère merci à Aoudia Ouetrido qui a assuré la réalisation et à As Pofon ou bien Assou Pofon qui a joué le rôle de cadreur pour cette émission. Alors, bonne fin de week-end et bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir.